L'OTAN est mort. Mais l'OTAN, ça n'existe plus. S'il n'y avait pas eu d'armes nucléaires, nos soldats français seraient en train de se battre. Cette attaque russe en Ukraine, au fond, c'est une manœuvre coloniale sous dissuasion nucléaire. Si vous n'êtes pas craint, vous êtes menacé. Nos impôts à nous vont dans notre édredon social et les impôts américains payent la défense des Européens. Je parle d'une double trahison des États-Unis. Un, ils créent notre dépendance, et deux, ils retirent le tapis sous nos pieds. Les satellites militaires américains, c'est 240 à peu près. Les satellites militaires européens, c'est 4 ou 5. Et le premier MiG qui se promènera dans l'espace aérien de l'OTAN, il faut le descendre. Pour les Sukhoi, des avions de chasse, on parle de pilotes à l'intérieur, donc on fait des victimes immédiatement. C'est pour ça qu'il faut les descendre, pour dire nous n'avons pas peur. Entre les pensions et les canons, à un moment donné, il faudra choisir. Croyons-vous, la France est un grand pays, on a fait des choses extraordinaires. Vous leur dites quoi à des parents inquiets pour leurs enfants? Mon général, bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors, on est sur la chaîne Sur le fil. Je vais vous présenter. Vous avez été directeur de l'école de guerre, mais vous n'êtes pas seulement ça. Vous êtes également consultant, vous êtes également professeur. Vous avez été bien sûr dans le métier militaire partout dans le monde, en Allemagne, en France, mais aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, on va discuter de l'actualité. On va essayer aussi de reprendre un certain nombre de notions fondamentales de géopolitique. Je pense que le contexte s'y prête bien. Donc, je vous remercie de nouveau et on se retrouve donc pour plus d'infos dans un monde décidément sur le fil. Alors, le premier thème que dont j'aimerais discuter avec vous, c'est la dissuasion nucléaire, revenir sur des principes simples, essayer de nous expliquer un peu à quoi ça correspond. Si on regarde l'actualité, on se rend compte qu'il y a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, première puissance nucléaire au monde, avec plus de 5000 ogives. Il y a eu des menaces, mais il n'y a toujours pas eu d'utilisation, fort heureusement, de l'arme nucléaire dans cette guerre. Est-ce que ça veut dire que l'arme nucléaire ou la dissuasion nucléaire a perdu de son efficacité? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui effraie, c'est que quand on rentre dans la guerre, on ne sait pas quand elle s'arrête, mais quand on rentre dans la guerre nucléaire, on est à peu près sûr qu'on s'arrêtera quand le monde aura été totalement détruit. Donc on voit bien que le risque d'escalade est absolument considérable et que donc chacun hésite à rentrer dans ce jeu nucléaire. Et à côté de ça, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu d'armes nucléaires ni en Russie, ni aux États-Unis, ni en France, nos soldats français seraient en train de se battre. C'est aussi l'arme nucléaire qui contient aujourd'hui la guerre là où elle est, c'est-à-dire sur le front russo-ukrainien. Et alors, de manière assez étonnante, là, le nucléaire ne dissuade finalement que du nucléaire et permet les autres guerres. Qu'est-ce que c'est que cette attaque russe en Ukraine? Au fond, c'est une manœuvre coloniale sous dissuasion nucléaire. Et c'est bien parce qu'il y avait la dissuasion nucléaire que l'arme nucléaire protégeait l'agresseur que Poutine a pu lancer ses troupes. Donc le rôle de l'arme nucléaire change, mais l'arme nucléaire existe, elle existera toujours parce qu'on ne peut pas la désinventer, mais on voit que l'arme nucléaire a été la dissuasion pour un autre ordre du monde qui était le monde bipolaire. Le monde bipolaire n'existe plus, mais aujourd'hui, l'arme nucléaire existe toujours et elle dissuade d'un certain nombre de choses et elle en permet d'autres. D'accord, très intéressant. Alors, justement, j'en profite pour rebondir sur cet été. On a vu mon chancelier Friedrich Merz ainsi que mon président Macron, moi-même étant franco-allemand, se rencontrer à Brégançon, discuter de différents thèmes, dont peut-être, apparemment ils en ont discuté, de cette mutualisation possible de l'arme nucléaire française. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les opportunités ou bien les risques que vous voyez par rapport à ça? Alors, c'est un sujet qui est compliqué, que personne n'aborde de manière très franche, mais qu'il faudra bien traiter. À un moment donné ou à un autre, il faudra bien qu'enfin
l'Europe soit autonome opérationnellement. Donc on ait une capacité de défense de l'Europe et qui sera une certaine intégration à concevoir des différentes forces armées. Mais à ce moment-là se posera bien la question de l'arme nucléaire. On ne peut pas avoir un seul pays protégé par l'arme nucléaire et prétendre en même temps avoir une défense européenne. Donc ce problème se posera. Quelle est la difficulté de cette affaire-là? Elle est simple, c'est que quand vous tirez nucléaire, au fond, vous condamnez votre nation, votre population à être frappée par les armes nucléaires de l'autre. On voit donc bien que c'est une prise de risque qui est absolument considérable. Donc ne peut prendre ce risque qu'une autorité politique légitime. C'est pour ça qu'en France, qui peut donner l'ordre de tir, et le seul en France, c'est le président de la République. En Russie, c'est le président Poutine. Aux États-Unis, c'est le président Trump. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'aura jamais d'autorité politique légitime globale. Et que donc, à la fois, il faudra bien qu'on règle ce problème d'un pays qui a une arme dans une communauté de défense qui n'en a pas, et d'un autre, on ne sait pas qui pourra finalement l'utiliser. C'est pour ça que ce qui se dit, pas l'utiliser, mais donner l'ordre de tir, si vous voulez. C'est pour ça que ce qui se fait aujourd'hui est intelligent. Se dit, au fond, l'arme nucléaire n'est pas partagée, parce que partager l'arme, c'est partager la décision, fondamentalement, mais on considère que l'arme nucléaire française peut étendre les bienfaits de sa protection à d'autres pays que la France. Il faut savoir que ça a toujours été dans la doctrine française, depuis le général de Gaulle. L'arme nucléaire française est censée protéger les intérêts vitaux de la France. Mais il a toujours été dit par tous les présidents depuis Charles de Gaulle que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtaient évidemment pas au Rhin et à la frontière belgo-luxembourgeoise. Et que donc forcément ce qui se passe en Europe intéresse la France. On ne pourrait évidemment pas imaginer une France encore libre et démocratique dans un continent qui ne serait plus. Donc dire que finalement l'arme nucléaire française peut protéger d'autres pays que la France, je dirais c'est dans l'essence même de l'arme nucléaire française. D'accord. Alors, on voit, et c'est une très bonne transition, on voit aujourd'hui que les États-Unis, et c'est pas nouveau, c'est pas depuis Trump 2, depuis déjà Obama avec le pivot vers l'Asie, s'intéressent toujours moins à l'Europe et des pays peuvent légitimement s'inquiéter. On peut douter de la volonté américaine de protéger par exemple l'Europe d'une attaque russe avec l'OTAN, dont on sait que Trump n'a pas été toujours un fervent défenseur. Par ricochet, le problème se pose peut-être en Asie avec la question de Taïwan. Taïwan pourrait-il être protégé par les États-Unis en cas d'agression chinoise? Donc, des pays qui se croyaient protégés, comme la Corée du Sud ou le Japon, peuvent se poser la question de la protection américaine. Est-ce que vous pensez que ceci peut amener à une prolifération nucléaire demain de ces pays-là qui, de l'Allemagne, de la Corée du Sud, du Japon, au Taïwan, en passant par l'Australie, pourraient dire « si je ne suis plus défendu par les États-Unis, il me faut moi-même ma bombe nucléaire ». Il y a évidemment un risque majeur. Les pays qui ne se sentaient pas protégés ont développé leur arme. Je pense par exemple à l'Inde et au Pakistan qui ne se sentaient pas protégés l'un de l'autre par une superpuissance. Elles ont développé ces armes. Donc il y a évidemment un risque majeur, même au sein de l'Europe. L'Allemagne a toujours pensé à ça sans jamais le faire pour de bonnes raisons. La Pologne est en train de se poser la question, etc. Donc il est évident qu'il y a un risque, et un risque qui est évidemment tout à fait important, parce qu'on ne peut pas imaginer que ces armes se développant dans le monde, un jour, elles ne seront pas utilisées. Et comme je le disais, probablement, le début d'utilisation de l'arme atomique sera le début de la fin du monde. Et donc, ce problème de prolifération est un problème de premier ordre aujourd'hui. Donc, autant, s'agissant de l'Europe, trouver un moyen, non pas de mutualiser, mais de faire en sorte que finalement l'arme française suffise pour l'Europe. Et dans les faits, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de 10 000 têtes pour dissuader. Nous en avons de l'ordre de 350, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il n'en faut
pour raser toutes les grandes villes de l'Ouest russe. Donc ça suffit, si vous voulez. Et on n'a pas besoin d'armes en Pologne et en Allemagne. Il faut que tout ça se soit lié effectivement par une cohérence de défense et qu'il y ait des accords qui conviennent pour que la Pologne et l'Allemagne n'aient pas la tentation de développer cette arme. C'est pour ça que le retrait des États-Unis, parce qu'on a bien parlé de retrait des États-Unis, est à réfléchir extrêmement rapidement, parce que les conséquences dans ce domaine-là peuvent également être tout à fait importantes. D'accord. Alors très bien, on va rester justement en Europe et parler de l'autonomie stratégique européenne. Concrètement, pour un citoyen français ou allemand, on sait que Ursula von der Leyen, par exemple, parle de développer une Europe militaire, une Europe puissance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et en quoi ça va me concerner, moi, citoyen français et allemand, par exemple? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ce qui est sûr aujourd'hui, d'abord, c'est que nous sommes dans un monde de mastodontes, avec des grands pays. On a la Chine, on a l'Inde, on a la Turquie, on a les États-Unis, on a la Russie. Et ces pays sont des pays qui sont forts et puissants. L'Europe a cru, parce qu'elle était non pas ivre de guerre, mais dégoûté par la guerre on a été fait par la guerre. Il n'y a pas un mètre carré de terre européenne qui ne soit pas plein de sang de nos ancêtres, etc. On a pensé finalement que ce modèle se répandrait, qu'il s'universaliserait parce qu'il était tellement beau. Cette paix par l'interdépendance, qui était quelque chose de nouveau, parce que toutes les paix précédentes étaient des moments entre deux guerres. La paix était vécue depuis le traité de Westphalie, 1648, comme un moment entre deux guerres. Et nous, on invente autre chose. Et on se dit, la guerre est morte, on n'a pas besoin. Les autres pays vont devenir pacifistes. On se trompe complètement naturellement. Ce qu'on avait oublié, c'est que l'histoire de l'Europe, c'est notre grande colonne vertébrale qui est l'humanisme, et que nous sommes les seuls à être des humanistes au monde, et que les autres pays ont développé leur force, leur modèle. Donc, ça veut dire que si nous voulons protéger nos façons de vivre, si nous voulons protéger nos valeurs, si nous voulons protéger nos modèles politiques, eh bien, il faut être puissant. Pas fort, mais puissant, c'est-à-dire pouvoir. Puissance, ça vient du verbe latin pouvoir. Il faut être puissant. Et vous n'êtes pas puissant dans un monde de carnivores, nous sommes dans un monde de carnivores, si vous n'avez pas des grandes dents. Pour reprendre ce que disait le président Macron à juste titre, si vous n'êtes pas craint, vous êtes menacé. Or, aujourd'hui, notre défense n'est pas autonome du tout. Pourquoi est-ce que ça fonctionnait? Parce que jusqu'à présent, on avait une quasi-assurance, les Français l'avaient moins que d'autres, que les États-Unis seraient prêts à se sacrifier pour l'Europe, ce qui est évidemment totalement faux, et qui est de plus en plus faux. C'est-à-dire que l'élection du président Trump a bien marqué non pas une rupture, mais une accélération brutale, si vous voulez, dans le déplacement de l'Amérique vers son ouest, qu'on appelait le pivot stratégique des États-Unis. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est qu'à cause des Américains, qui ont organisé notre dépendance à partir de la présidence Clinton, c'est-à-dire à partir du début des années 90, pour des raisons dont on peut parler si vous voulez, les États-Unis vont organiser notre dépendance pour que justement nous ne leur échappions pas, puisqu'un certain nombre de pays européens à ce moment-là avaient bien compris qu'au fond l'avenir de l'Europe, il était eurasiatique et non pas euro-atlantique, puisque nous savions déjà, l'histoire le prouvait 1000 fois, que l'Amérique était en train de partir vers son ouest et qu'un jour, eh bien, elle ferait ce qu'a dit le vice-président Vance en avril dernier, hein, elle partirait. Le vice-président Vance nous dit au printemps dernier à Munich, hein, vous ne pouvez pas penser que les forces américaines resteront éternellement en Europe. Donc, aujourd'hui, on a besoin des forces américaines parce que cette dépendance a été organisée. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se battre, nous? On a des armées, on dépense de l'argent. D'abord, la première des raisons, c'est qu'on n'en a pas dépensé assez. C'est-à-dire que le système économique ou le modèle économique dans lequel on a vécu depuis la fin de la guerre froide, c'est de dire nos impôts à nous vont dans notre édredon social et les impôts américains payent la défense des Européens. Qu'a dit Trump? Il dit, mais c'est fini votre truc.
Pourquoi voulez-vous qu'on paye votre défense? Et il dit... Donc Trump a raison finalement. Comment? Trump a raison finalement. Non, Trump... Vous dites donc son argumentation est légitime. Ah mais elle est totalement légitime. Nous avions oublié la vérité perpétuelle, éternelle, qui est l'intérêt des États et leur boussole. Les États ne pensent qu'à leur propre intérêt. Sauf si on arrive à faire quelque chose comme l'Europe. Et encore, on voit bien qu'on a du mal à faire taire les égoïsmes nationaux. Donc, nous avons vécu sur un modèle qui était un modèle qui ne pouvait pas durer. Et Trump a dit, bon, c'est fini, ça ne dure pas. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'à partir, je l'ai dit, du début des années 90, il crée notre vassalité en termes de défense. Et là, je parle d'une double trahison des États-Unis. Un, il nous crée notre dépendance. Et deux, il retire le tapis sous nos pieds. Si les forces américaines quittent demain matin l'Europe, nous sommes incapables de nous défendre par exemple contre une attaque massive russe. Je ne dis pas qu'ils le feront, parce qu'en fait, on sait bien que ce n'est pas possible avant quelques années. Il faut qu'ils se remettent de la guerre en Ukraine. Ça n'est pas possible. Et pourquoi? Eh bien, c'est simple. Le budget de l'OTAN, c'est 75% un budget américain. Et nous, les autres pays européens, c'est 25%. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Au fond, il faut bien comprendre que les armées européennes, ou l'OTAN, ce sont des armées européennes qu'on plug dans une grande colonne vertébrale qui est américaine. Et que donc chacun se bat dans son petit coin. Mais pour constituer une force cohérente et autonome, on a absolument besoin des Américains. Nous dépendons totalement des Américains pour le commandement. Il n'y a pas un état-major en Europe capable de commander une opération de la taille de l'Europe. Nous savons, chacun des pays, la Pologne, la France, la Grande-Bretagne, on s'est commandé un corps d'armée, c'est 70 000 hommes. Mais la défense européenne, c'est forcément 500 000 ou 600 000 hommes. On ne sait pas. Nous n'avons pas aucune capacité de planification. Elles appartiennent toutes à l'OTAN. Nous n'avons pas de capacité de renseignement. Le renseignement de l'OTAN, c'est 95% du renseignement américain. Et quand les Américains coupent le renseignement, on a bien vu ce qui s'est passé en Ukraine, ça a été la débandade pendant les 8 jours où les Ukrainiens n'ont pas pu bénéficier du renseignement américain. Les satellites militaires américains, c'est 240 à peu près. Les satellites militaires européens, c'est 4 ou 5. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle. En termes de transmission, les transmissions sont américaines. Nous dépendons de Starlink. Alors, mon général... Et c'est pas tout, il faut continuer, parce que le feu dans la profondeur, il est américain. La défense contre les armes antiaériennes, il est américain. Le transport stratégique, il est américain. Nous n'avons, nous, Français, pas un avion de transport stratégique. Le ravitaillement en vol, il est américain. Nous avons, nous, des ravitailleurs en vol pour ravitailler nos avions Rafale qui portent l'arme nucléaire. Mais on n'a pas d'avion pour ravitailleurs, pour alimenter une bataille aérienne comme il y en aurait une si on était en guerre contre la Russie. Donc aujourd'hui, nous sommes des vassaux, ce qui explique que au sommet de l'OTAN à la Haye au printemps dernier, eh bien, on a admis tout ce que Trump nous a demandé. Ça explique pourquoi, quand Mme van der Leyen va sur le golfe de M. Trump en Écosse au mois de juillet, je crois, on accepte des choses qui sont insupportables, mais parce qu'on a besoin des Américains. Alors comment fait-on? Comment peut-on, avec une OTAN en perte de vitesse, sur laquelle il y a ce chantage permanent de Donald Trump de quitter l'Europe et la sécurité et la protection de l'Europe, comment fait-on pour devenir une Europe puissance en ce moment? Que doit-on faire aujourd'hui? Augmenter les budgets, ça on le fait, mais apparemment les budgets sont augmentés pour l'OTAN, pas pour créer une force européenne indépendante de l'OTAN. La première chose, il faut le vouloir. Tant que nous ne le voudrons pas, et tant que les politiques européens ne seront pas capables d'expliquer à leurs citoyens qu'il est important, que le rêve de la paix est un rêve qui est mort, que nous sommes effectivement menacés, que notre civilisation est menacée, nos valeurs, nos façons de vivre sont menacées, tant qu'on n'aura pas un discours fort, on aura des difficultés. On a aujourd'hui un petit temps stratégique. C'est-à-dire qu'on sait que la Russie prépare des plans pour attaquer l'OTAN. On le sait. Pistorius, votre ministre, il le sait parfaitement. On le sait. Mais on sait aussi que l'armée russe, dont l'industrie d'armement est en pleine vitesse, aurait néanmoins besoin de 3, 4, 5 ans pour retrouver une forme qui lui permette de lancer des attaques contre les pays baltes, contre la Moldavie, peut-être la Pologne, je ne sais pas. Bon. Et donc, nous, on a 4 ou 5 ans pour arriver à faire ça. Donc, il faudrait
si vous voulez, arriver à... Donc 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans. indépendamment de l'OTAN, donc c'est-à-dire en Europe avec une force militaire européenne. Mais l'OTAN est mort. Mais l'OTAN, ça n'existe plus. Oui, il faut bien le comprendre. L'OTAN, c'était une alliance de valeurs. À partir du moment où Trump vous dit, moi, je cite Trump, moi, je fonctionne comme une compagnie d'assurance. Vous payez, vous êtes défendu, les tarifs, les 5% du PIB, vous ne payez pas, vous n'êtes pas défendu. Donc l'OTAN, dans son principe, on était une communauté de valeurs et mort. À partir du moment où Trump ne va faire qu'accentuer cette dérive des États-Unis vers l'Ouest, on doit considérer que l'OTAN est mort. Ce qui doit nous inciter extrêmement rapidement à trouver cette autonomie de défense, sans rejeter tout ce qu'a apporté l'OTAN, parce que l'OTAN apporte beaucoup, évidemment, et en particulier une interopérabilité qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, les Roumains savent se battre avec des Polonais qui savent se battre avec des Français, etc. Donc il ne s'agit pas d'abandonner l'OTAN, mais il s'agit, pour être clair, pour ne pas injurer l'avenir, même en disant que Trump ne va peut-être pas nous quitter, mais bâtir ce qu'on a toujours appelé le pilier européen de l'OTAN. Ensuite, on a un problème, Trump vient ou ne vient pas, mais en tout cas, nous-mêmes, nous sommes suffisamment puissants pour arriver à nous défendre. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que Poutine continue à avancer. Les troupes russes avancent tous les jours, pas beaucoup, mais elles avancent tous les jours. Elles avancent tous les jours. Et le président Poutine ne s'arrêtera que sur la détermination. Il n'y a pas de détermination américaine. Il faut donc qu'il y ait une détermination européenne. Et cette détermination-là, il faut qu'elle se voie. Et elle se voit si effectivement on augmente de manière tout à fait importante la cadence de production d'armements, de munitions, d'avions, de bateaux. Il faut qu'il le voie, qu'on se prépare effectivement à une confrontation pour qu'on n'ait pas à la faire. Ne nous trompons pas, ce n'est pas pour la faire. D'accord? Ça, c'est tout à fait important. Et puis, il faut des gestes forts. Et le premier MiG qui se promènera dans l'espace aérien de l'OTAN, il faut le descendre. Il ne faut pas se poser de questions. Pour l'instant, Poutine pense que nous ne voulons pas la guerre. On a trop peur de la guerre, qu'on ne le fera pas. Donc, il faut que dans sa tête, le calcul coût-bénéfice change. Attention, ces types-là sont désormais dangereux. Ils veulent se défendre. Si on veut défendre notre beau modèle de l'Europe, eh bien, il faut être capable de le défendre militairement. Alors, OK, on crée cette industrie et cette Europe de la défense. On a 3-4 ans devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre quotidien, nous, les Européens qui sommes focalisés sur notre taux de croissance chaque jour, comment on va pouvoir consommer davantage demain, etc. Est-ce que ça veut dire que demain, on va peut-être avoir moins de protection sociale, moins d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, parce qu'il va falloir favoriser les budgets militaires? Mais je crois qu'il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. D'abord, il faut être clair, notre modèle de protection sociale français en particulier, il ne tient pas. Devant le mur démographique, il ne tient pas. Alors, les politiciens sont en train d'imaginer des bidouilles, mais ça ne marche pas. Il faudra changer, ou alors c'est le FMI qui viendra nous arranger ça, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. D'accord? Ça ne marche pas. Et à un moment donné, il va falloir dépenser de la valeur dans l'armement. D'accord? Donc cette valeur, il faut bien la prendre quelque part. Il y a deux solutions. Soit on crée davantage de valeur, donc il faut créer de l'emploi, et on travaille davantage, ou alors on va la prendre là où elle est distribuée, c'est-à-dire effectivement dans l'édredon social. Mais à un moment donné, il n'y a pas de solution. Entre le beurre et les canons, il faudra choisir. Entre les pensions et les canons, à un moment donné, il faudra choisir. Non pas que l'effort soit énorme, La France dépense 33% de son PIB, 33% de son PIB en dépenses sociales, 33%. Si on en prend 1 ou 2%, ça suffit très largement pour arriver à porter notre outil de défense là où il doit être. Et ce n'est pas en enlevant 1 ou 2% à notre édredon social que les gens vont se retrouver malheureux, qu'il n'y aura plus de protection contre le chômage. Non, c'est possible. Mais il faut, et c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à nos dirigeants. Ils n'ont pas de discours clair. Au fond, on n'augmentera pas notre capacité de défense si on n'explique pas clairement à nos citoyens pourquoi il faut les défendre. Et on a une grosse difficulté parce que la défense de la France
elle n'est concevable qu'au sein de l'Europe, évidemment. Un pays comme la France ne peut pas se protéger tout seul contre un pays comme la Russie. Sauf si la dissuasion nucléaire fonctionne, mais méfions-nous quand même. Donc il faut. Et le problème, c'est que l'Europe n'a jamais défini quel était son but de guerre. Ce qui explique que depuis le 24 février 2022, nous n'ayons pas fait une seconde de stratégie. Nous avons pensé que donner de l'armement, c'était de la stratégie. Nous avons pensé que former la brigade Anne de Kiev, c'était en France. Non, ce n'est pas de la stratégie, c'est des moyens pour une fin. Le problème, c'est que la fin n'a pas été déterminée. Donc aujourd'hui, au fond, les Européens ne savent pas pourquoi on dépense de l'argent. Je crois que la France a dépensé 18 milliards depuis le début de la guerre. C'est quand même beaucoup d'argent, 18 milliards. Mais on ne leur a jamais expliqué vraiment cette affaire-là. Donc il faut absolument qu'au niveau européen, on se dise, au fond, qu'est-ce qu'on veut de cette guerre-là? Pourquoi est-ce que c'est notre guerre? Et pourquoi donc doit-on dépenser de l'argent pour cette guerre-là? Et après, une fois qu'on aura défini, on pourra avoir des discours cohérents et des discours semblables dans les différentes nations. On peut dire, voilà ce qu'on défend. Et ce qu'on défend, encore une fois, c'est notre civilisation, ne nous trompons pas. Encore une fois, c'est notre humanisme qui est vraiment la marque même de l'Europe, plus que des États-Unis d'ailleurs aujourd'hui. Donc il faut absolument arriver à définir, on ne peut pas faire de sacrifice pour rien. Et je crois que quand je dis les pensions ou les canons, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire il faut, si on veut être libre demain, il faut faire des efforts maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je me rappelle ce que disait Eisenhower, ce général de très très haut niveau qui commande 5 millions d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui dit la démocratie n'est pas une donnée. Il faut que chaque génération, quand son tour est venu, se lève et aille la défendre. Eh bien, je crois que nous sommes dans un temps où nous devons nous lever. Réveiller. Il est temps de nous réveiller, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et pourquoi on a du mal à se réveiller? Mais c'est parce qu'on a été shooté pendant 4 générations avec l'idée que la guerre avait disparu. Oh, on avait beau, et moi je fais partie des gens qui expliquaient que la guerre n'était pas morte, qu'elle revenait, qu'elle reviendrait un jour. Mais non. Vous êtes un porteur de mauvaises nouvelles. Mais non, c'est tellement beau l'Europe. Qui voudra attaquer l'Europe? Mais attendez, on est dans le monde. Quand quelqu'un est riche et désarmé, il est toujours attaqué par celui qui est pauvre et qui est armé. Ça a toujours été comme ça. Donc la guerre va revenir, sauf si on dresse un mur de volonté et de capacité de défense contre les volontés d'agression extérieure. Alors mon général, j'aimerais passer à une rubrique rapide. Si vous pouvez, je sais que c'est difficile, mais je vais faire appel à votre compétence d'historien, puisque en plus d'avoir plein de casquettes, vous êtes également docteur en histoire. On parle de cette guerre de la Russie en Ukraine, et on a beaucoup parlé tout au début de la guerre, on en parle un peu moins aujourd'hui, de la pertinence ou non de comparer cette guerre avec les précédentes que l'on connaît. J'aimerais que vous puissiez me dire, pour les 3 guerres suivantes, 14-18, 39-45 et les guerres du Vietnam, ce qui est le pertinent et ce qui ne l'est pas du tout, au contraire. Mais très rapidement, je sais que c'est un exercice difficile. Alors, ce qui est pertinent, c'est que la guerre, c'est toujours la guerre des hommes. Ce n'est pas la guerre des matériels. C'est l'affrontement des volontés. C'est l'affrontement des volontés. La guerre en Ukraine est tout à fait intéressante parce que c'est à la fois une guerre de tranchées au poignard, au couteau et à la mitraillette, et en même temps une guerre de très haute technologie. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, on gagne quand on conquiert le terrain et qu'on met son propre drapeau à l'endroit où était le drapeau de l'autre. À la fin, c'est les hommes qui se battent, pas la techno. On arme les hommes avec la techno, mais c'est les hommes qui se battent. La deuxième chose, c'est que, et c'est tout à fait important par rapport à ce qu'on vient de dire, la guerre, c'est l'affrontement des volontés, c'est le tribunal des volontés. C'est celui dont la volonté flanche qui tombe. Le Vietnam, c'est ça. L'Amérique ne veut plus se battre. Les étudiants sur les campus américains disent « arrêtons cette guerre, elle ne nous concerne pas », ce qui était vrai. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de volonté de peuple, le peuple tombe. Que veut faire Poutine? Il veut casser la volonté du peuple ukrainien avant de casser les armées. C'est pour ça qu'il bombarde toutes les nuits.
pour que ces gens-là en aient marre de la guerre et qu'ils arrêtent. Et donc, il faut que les volontés soient fortes. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux Européens et aux Français aujourd'hui qu'ils doivent avoir cette volonté de défense, ce qui est extrêmement important. Cet esprit de défense doit être raffermi, peut-être même recréé dans les États de l'Ouest européen. À l'Est, ils l'ont encore, mais à l'Ouest, je crois que c'est très important. D'accord, très très bien. Alors on en a parlé un petit peu. Vous parliez de... C'est vrai que c'est l'actualité, on parle des intrusions aériennes, des drones en Pologne, des avions en Estonie, peut-être de drones dont on est encore en train d'enquêter sur la source à Munich ou à Copenhague. Vous êtes assez tranché par rapport à ces avions russes, dont on sait qu'ils sont quand même dans cette zone grise quand ils se trouvent, ces chasseurs russes qui se trouvent en Estonie pendant une dizaine de minutes, mais ils ne se trouvent pas très loin de la bande de Kaliningrad, il me semble. Il faut les abattre. Il ne faut pas faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, les raccompagner gentiment comme... Écoutez, ça suffit quand même, ça suffit. Toutes les nuits, on a des incursions de drones, on le sait ou on ne le sait pas. Il y a eu l'affaire pendant les 2 sommets de Copenhague, etc. Alors, les drones, j'y vois aucun problème. Oui. Mais là, pour les Sukhoi, enfin des avions des avions de chasse, on parle de pilotes à l'intérieur. Donc, on fait des victimes immédiatement. C'est pour ça qu'il faut les descendre. Pour dire, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, si vous voulez. Et on connaît tous l'exemple 2015, je crois, quand la Turquie abat un avion russe. La Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Elle comprend que Erdogan, c'est un type sérieux. Et donc, elle l'embête moins. Alors, donc, je voudrais argumenter par rapport à ça, si vous me le permettez. Il me semble qu'après, Poutine s'est vengé par rapport à ça et a tué dans une attaque une dizaine ou une vingtaine de militaires turcs. Je vérifierai, je le mettrai. Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est ça que ça veut dire en fait. Vous savez, les choses sont simples. D'accord. Pas compliqué. Soit vous faites le pari de l'apaisement. Vous dites, il ne faut pas l'énerver, parce que plus il est énervé, plus il va attaquer, donc il faut l'apaiser. Ça, c'est le pari de 1938. C'est Munich. Ne lui faisons pas de mal, il va se calmer tout seul. Que dit Hitler à la fin du mois de ce sommet au mois de septembre 1938? Il dit « Vous venez de gagner une paix pour 100 ans. » Elle a duré 1 an, la paix. Ne croyez pas ces gens-là. L'apaisement, ça ne marche jamais. Que dit De Gaulle en 1961? Il dit « Tout recul surexcite l'agresseur qui va encore plus loin. » Donc, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut dire non. Il faut marquer des limites. Nous devrions marquer des limites vis-à-vis de Trump, parce qu'on lui laisse faire n'importe quoi, parce que nous sommes vassaux actuellement, pour des raisons militaires. Et bien, vis-à-vis de Poutine, il faut marquer une limite. Oui, nous sommes prêts, nous, à nous battre. Et la meilleure façon de le faire, effectivement, c'est de descendre un avion. À chaque fois, il dit qu'il y aura des représailles. Évidemment, il va le dire, que vous qu'il dit, il le dit. En tout cas, il faut le faire et se tenir prêt à avoir des représailles. Et après, savoir arrêter l'escalade s'il y en a une, mais c'est même pas sûr qu'il y en a une. Il faut dire, on est sérieux. Attention, cette fois-ci, pour l'instant, on n'a jamais montré qu'on était sérieux depuis le 24 février 2022 et il nous prend pour ce qu'il nous a toujours pris, c'est-à-dire des faibles. D'accord, très très bien. Là, je vais faire appel à votre compétence, puisque vous avez été dans l'armée de terre, il me semble. On voit effectivement, chaque jour, on entend des centaines de drones se déverser sur l'Ukraine. Est-ce que c'est la fin des chars? Alors, c'est très difficile à dire, si vous voulez, parce que la fin des chars, par exemple, elle a été prônée, on a dit la fin des chars, c'est 1973, la guerre du Kippour. La guerre de Kippour, les chars sont détruits par les premiers missiles, il y en avait avant, mais les missiles anti-chars portables, et on dit le char, c'est terminé. Et on voit que non, le char a été encore très utile. Donc, n'injurions pas l'avenir, ne décidons pas trop vite. Mais surtout, n'imaginons pas que la guerre de demain sera une guerre de drones. Elle ne sera pas une guerre de drones. Pourquoi? Parce que, vous savez, la guerre, c'est toujours un exercice de contournement. Si on misait tout nos finances de défense sur les drones, il est sûr que l'autre irait chercher un autre moyen de nous contourner. Donc, méfions-nous des évidences élémentaires à la guerre, qui est un exercice dialectique par nature. Ça ne se passe pas comme ça. Il est trop tôt aujourd'hui pour décider que le char est un outil de guerre fini.
Très bien. Question flash, 10-15 secondes pour répondre, c'est pas simple. Une erreur de lecture récurrente que vous entendez sur la Russie? C'est difficile à dire. La Russie a vraiment deux positions différentes. Il y a ceux qui disent, quoi qu'il arrive, la Russie est un pays dangereux, est un pays agressif. Et ceux qui disent, non, 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 c'est nous qui l'avons rendu comme ça. Les historiens n'ont pas encore rendu leur jugement. Ce qui est sûr, c'est que la Russie souffre d'un complexe obsidional très fort et que la Russie a toujours avancé par agression et jusqu'à être arrêtée soit par la mer, la Baltique ou le Pacifique, soit par la volonté, par exemple, de l'Empire austro-hongrois. Donc, les contre-vérités, je ne sais pas, l'histoire n'a pas encore rendu son verdict sur la Russie. D'accord. Quel chiffre, selon vous, tout citoyen, chiffre militaire ou chiffre sur ce qui se passe actuellement, tout citoyen français ou allemand devrait connaître en ce moment? Quel chiffre? Eh bien, écoutez, le volume de force que nous serions capables d'engager et le volume de force que les Russes seraient immédiatement capables d'engager. Et nous serions extrêmement surpris. Nous serions extrêmement surpris. Chiffre qui est anormal, puisque notre PIB est, je ne sais pas combien, mais 5 ou 6 fois plus important que le PIB de l'Europe. Le PIB de la Russie, c'est 100. Alors, ils sont 11e. Ils sont 11e. Derrière l'Italie. Derrière l'Italie. Et donc, j'ai oublié, mais je crois que c'est 10 fois à peu près. Notre PIB européen est 10 fois plus fort. Donc, c'est anormal qu'on en soit là. Vous rappelez la question de Tusk, qui est quand même une bonne question. Oui. Et la question est, comment se fait-il que 450 millions d'Européens demandent à 340 millions d'Américains de les défendre contre 140 millions de Russes? C'est pas raisonnable. Oui. Une priorité industrielle à décider demain matin? Il faut se lancer très vite dans l'espace. Dans l'espace, on est très très loin d'avoir les satellites et les feux dans la profondeur. Les feux dans la profondeur nous ont été donnés par les États-Unis, étaient donnés par... C'est pour ça qu'on a besoin de leur feu dans la profondeur. Donc feu dans la profondeur et satellites. Un pays européen qui vous étonne actuellement? Écoutez, il y a des pays européens qui me font peur. C'est les nouveaux alignés qui s'appellent la Hongrie, qui s'appellent la Tchéquie maintenant, qui s'appellent la Slovaquie. Ils m'étonnent. L'autre pays qui m'étonne moins, et c'est l'Italie qui est parvenue à se redresser, à établir un calme politique. Et puis le pays qui m'étonne, c'est la France. Nous sommes un grand pays et nous sommes en train de tomber très bas. Intéressant. Une rubrique, alors là, ça sera avec des réponses oui, non ou jein. Alors, je dois expliquer un petit peu. Oui, non, on comprend bien, mais jein en allemand, c'est un mot qui est utilisé pour définir une zone grise entre le oui et non. Alors, c'est très pratique de l'utiliser de temps en temps et on va voir si oui ou non vous voulez l'utiliser. L'Europe peut dissuader sans les États-Unis? Oui. Il faut utiliser une partie des avoirs russes gelés pour l'Ukraine? Oui. Pas beaucoup de jein, hein. Il faut dire non aux barrières douanières américaines au risque de perdre du soutien militaire américain? Impossible pour l'instant. Impossible, donc ce serait un jein. Impossible pour l'instant. Impossible pour l'instant. Mais il faut se détacher de cette vassalité, c'est ça le problème. Comme en Allemagne, il faut envisager le retour du service national en France dès 2026? Oui, 100%, oui. Très bien. Autre rubrique, vous leur dites quoi à des parents inquiets pour leurs enfants? Croyez en vous, croyez en vous. La France est un grand pays. La France est un grand pays. On a fait des choses extraordinaires. On a tout en France. Si vous croyez en la France, alors la France sera capable de se défendre parce qu'avec les autres pays européens, elle saura constituer un cœur, et ce cœur qui est le cœur de la civilisation européenne, de l'humanisme. Il faut croire en nous, ne pas avoir peur. À des enfants qui découvrent ce monde inquiétant, vous leur dites quoi? Croyez en vous, croyez en notre civilisation. Ça fait 25 siècles qu'on a progressé, que la civilisation a progressé. Alors ne la laissez pas tomber. Nous sommes à un moment de décivilisation du monde et c'est à vous de faire en sorte que nous soyons encore des sociétés guidées par des valeurs et non pas par l'argent ou les armes. Et à vous-même, en tant que père et grand-père, vous vous dites quoi? Je me dis que mes enfants sont grands.
Ouais, mes petits-enfants doivent croire en la France, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, doivent croire en l'Europe, doivent croire dans les philosophies des Lumières. Tout ce qu'on a su faire, c'est extraordinaire. Si on croit en nous, alors on avancera. On a largement de quoi taper du pied sur le fond de la piscine et remonter et être à la hauteur de ce que nous devons être, non seulement pour nous, mais pour le monde. Parce que nous sommes un continent qui était tellement marqué par la guerre que nous sommes devenus un continent pacifique, capable d'apporter la paix et d'imposer la paix ailleurs, à condition d'être suffisamment puissant. Très bien. Eh bien, on restera sur ce mot-là. Je voudrais présenter 2 livres que vous avez écrits. Alors, le premier avec Christine Kerdelan, qui est publié chez De Noël, Viser le sommet. Alors, pour tous ceux qui aiment la stratégie et qui veulent comprendre la différence entre la stratégie et la tactique, avec de très nombreuses interviews de personnalités du monde académique, du monde de l'entreprise, des militaires bien entendu, et notamment des militaires outre-Atlantique. C'est un livre passionnant, lisez-le. Et puis un autre que vous avez pour le coup écrit vous-même, alors Devenez leader, Odile Jacob, qui est le plus récent. Hein. Qui est le plus récent. Et à une époque où on manque de leaders, on le voit au niveau national, on le voit au niveau européen, il est temps qu'on trouve des voies pour produire des véritables leaders. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui ici à Paris. On se retrouve sur la chaîne Sur le fil. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lis tous. J'y réponds à un très grand nombre. Merci et à bientôt. Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Ça, c'est mon autre chaîne principale qui s'appelle Sur le fil, où vous pouvez retrouver des vidéos didactiques touchant de sujets géopolitiques. Elles sont vraiment incroyables, ça vaut le coup d'y jeter un œil. À bientôt.